Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous. C'est un bon jour pour les couples mariés de Suisse. Ils ne seront plus pénalisés fiscalement par rapport aux concubins, selon le projet du Conseil fédéral. Le conseiller national PDC Guillaume Barazon réagira en direct. Bruxelles veut taxer les GAFA. Il n'est plus question de laisser Google, Apple, Facebook, Amazon passer entre les mailles de l'impôt. Gaspard Kuhn dira ce qu'il en est en Suisse. À Lausanne, après la mort d'un ressortissant nigérian, l'enquête est instruite pour homicide par négligence. Les agents de police sont entendus comme prévenus. L'homme du jour est Théo Gmür, triple médaillé d'or aux Jeux paralympiques. Il a reçu un accueil très chaleureux à Zurich, puis en Valais. Il est ce soir chez lui à Nanda. Théo Gmür est l'invité du 19h30. À tout à l'heure. Et puis cette jolie gageure pour les réparateurs de la fontaine de Tinguely, victimes du grand froid. Il a fallu retrouver la logique artistique de son créateur. C'est une bataille politique de plus de 30 ans. Les couples mariés de toute la Suisse ne devraient plus être pénalisés par rapport aux concubins. Le Conseil fédéral présente son projet et espère rallier la majorité du Parlement. Pierre Nebel. Il serait encore environ 650 000 couples mariés en Suisse qui continuent à payer plus d'impôts que s'ils étaient concubins. Pour lever ce que l'on appelle la pénalisation du mariage, le Conseil fédéral propose aujourd'hui le modèle suivant. L'autorité fiscale commence par calculer combien le couple marié payerait s'il était taxé en commun. Et puis, elle fait un deuxième calcul où elle détermine combien chacun des membres du couple devrait payer s'il était taxé individuellement. On retient celui des deux calculs qui est le plus avantageux pour le couple. Même si ce modèle signifie des pertes fiscales de plus d'1 milliard de francs, le Conseil fédéral pense avoir trouvé la bonne solution qui minimisera les coûts administratifs. Non, ce système ne va pas augmenter la charge administrative pour les cantons. On continuera à remplir une seule déclaration. Le calcul alternatif sera fait automatiquement par le système informatique. La réforme pourrait avoir un effet négatif pour les couples concubins avec enfants. Aujourd'hui parfois nettement privilégiés par rapport aux couples mariés, ils seront désormais taxés selon un barème ordinaire et dans certains cas, être désavantagés. Il est possible que des couples de concubins avec enfants payent un peu plus, ce qui veut dire qu'ils pourraient se marier pour épargner de l'argent. Un point de la réforme qui pourrait encore être remis en question quand le Parlement s'emparera de ce dossier qu'il traîne déjà depuis plus de 3 décennies. Guillaume Barazon, bonsoir. Bonsoir. Conseiller national PDC, 36 ans, vous avez presque l'âge de ce débat. Pourquoi ça a mis tellement de temps ? C'est une bonne question, il faudrait poser la question au Conseil fédéral. Je pensais aussi qu'il y a eu une guéguerre entre différents partis, mais maintenant il est temps qu'on mette fin à cette injustice fiscale parce qu'elle pénalise des couples mariés. Il n'y a pas de raison que des couples mariés payent plus d'impôts que des couples non mariés. On voit bien que chacun défend sa vision du couple. Par exemple, le fait que des couples concubins avec enfants puissent être pénalisés. Beaucoup disent attention, on va s'attacher à une vision trop traditionnelle. Les couples ont évolué. Oui, en effet, et la famille aussi. Donc moi, je ne défends pas un modèle en particulier. En revanche, je défends l'idée qu'il faut mettre fin à une injustice fiscale qui est dénoncée par le tribunal fédéral et qui est d'ailleurs contraire à notre Constitution. Prudence de la gauche qui dit attention, moins d'argent qui rentre dans les caisses, des prestations qui vont baisser avec ce Parlement un peu plus à droite, peu de social à attendre. Vous entendez ce discours ? Je l'entends, mais je n'y crois pas. Je pense qu'on a assez d'argent pour permettre cette réforme fiscale. Je rappelle que l'année dernière, c'est plus de 2 milliards d'excédents au compte. On peut bien donner 1 milliard aux familles. On touche vraiment au cœur de la société, de la famille, le mariage. Votre propre camp est divisé. Il y a une partie du PDC, l'idée n'est toujours pas tranchée, qui voudrait qu'on bloque déjà l'idée d'un mariage pour tous, c'est-à-dire qu'on définisse le couple comme seulement homme et femme. Ça n'est pas votre avis ? Ce n'est pas mon avis. Moi, je suis en faveur d'une position plus libérale. Je suis en faveur du mariage pour tous. Mais ce débat fiscal, il ne faut pas le confondre avec le mariage pour tous. C'est deux questions séparées. La question du splitting ou du proposition du Conseil fédéral, elle concernera les gens mariés, mais également peut-être les gens pacsés ou les gens, ils sont de même sexe. Une fois que le mariage pour tous aura été accepté par le Parlement, les gens de même sexe. Guillaume Barazon, merci. Merci. Le Conseil fédéral présente sa nouvelle réforme, la fiscalité des entreprises emmenée par la gauche. Le peuple avait dit non à la RIE3 l'année dernière, un camouflet pour le gouvernement qui a ficelé un nouveau projet qui se veut plus équilibré. Linda Bourget. Excite les statuts fiscaux spéciaux. Condamnés par l'OCDE, les faveurs accordées aux multinationales doivent être supprimées. C'est le but de la réforme détaillée aujourd'hui. Les grandes lignes du projet.
Pour que la Suisse reste attractive, la plupart des cantons vont baisser l'impôt sur les bénéfices et la Confédération propose de nouvelles déductions. Résultat, le taux moyen d'imposition des entreprises devrait passer de 14,1 à 12,8%. Je suis convaincue que grâce à cela, de bonnes entreprises continueront à s'installer en Suisse pour y rester. Quoi de neuf dans ce paquet? 2 éléments pour séduire la gauche. Une augmentation de l'impôt sur les dividendes et une hausse de 30 francs pour les minima d'allocation familiale. Les déductions pour la recherche et celles liées au brevet sont reprises de la RIE 3. Enfin, la très controversée déduction des intérêts notionnels est supprimée. Combien ça va coûter tout ça? Nous avons fait un calcul dynamique qui montre que ce projet va générer plus de recettes fiscales. Et d'après ces savants calculs, cela devrait coûter des milliards à court terme, mais en rapporter à moyen terme, à condition que la Suisse continue d'attirer de nouvelles entreprises. L'Europe empoigne la question des GAFA qui échappent à l'impôt. Google, Apple, Facebook, Amazon ne doivent plus passer entre les mailles du filet. Les sommes concernées sont colossales. Isabelle Horry. Des mois qu'on en parlait, c'est enfin officiel. La Commission européenne ouvre les hostilités fiscales contre les géants du net. Les profits du numérique en Europe sont peu ou pas taxés. Pourquoi ? Tout simplement parce que les règles nationales et internationales ont été conçues il y a un siècle. Bruxelles propose donc une taxe de 3% sur le chiffre d'affaires. Elle devrait générer au minimum 5 milliards d'euros de recettes. 2 types d'activités seront taxées, celles qui gagnent de l'argent avec nos données personnelles, exemple Twitter ou Google, et celles qui mettent 2 particuliers en relation, Airbnb ou Uber. Seules les multinationales seront éligibles, mais le commissaire se défend de cibler les fameux GAFA américains. Nous avons estimé, à partir de nos propres définitions, qu'il devrait y avoir entre 120 et 150 entreprises qui sont capturées par notre proposition. Vous voyez donc qu'on est loin de 4, que toutes ne sont pas américaines, que beaucoup sont européennes. Bruxelles espère faire adopter cette taxe vite, avant la fin de l'année. Pourquoi ? Pour éviter la mise en place de petites taxes nationales, mais aussi pour marquer les opinions publiques qui doutent de l'efficacité de l'Union européenne. Et pourtant, beaucoup d'experts sont déjà sceptiques. Ce projet, présenté comme ayant la souplesse et la rapidité d'un félin, aura quand même la durée de gestation d'un pachyderme et il accouchera au mieux d'une souris, rapportant une poignée de milliards d'euros par an. Et ça, ce sera seulement si le Luxembourg, l'Irlande ou les Pays-Bas disent oui, eux qui depuis toujours ont déroulé un tapis rouge fiscal aux GAFA et autres. Gaspard Kuhn, bataille morale et bataille d'argent, c'est vraiment des sommes énormes qui font saliver les États. Ben oui, Darius, c'est une manne colossale. Regardez la progression des chiffres d'affaires de Google et Facebook ces dernières années. Des dizaines de milliards de dollars qui sont en grande partie générés grâce à la publicité en ligne. Une publicité qui était auparavant dans les médias traditionnels et qui s'est déplacée vers ces plateformes numériques qui ne sont pas vraiment taxées, qui pratiquent l'optimisation fiscale à grande échelle en passant par exemple par l'Irlande. Et une partie de ces revenus publicitaires est générée en Europe et également en Suisse, quand vous et moi recevons des publicités ciblées sur Facebook ou sur Google. Alors précisément, qu'est-ce qu'il en est en Suisse ? C'est toute la question, parce qu'en réalité, ça n'est pas si difficile d'introduire une taxe sur ces revenus publicitaires en ligne. Plusieurs pays sont très proactifs. L'Inde a été le premier à y penser, c'était déjà il y a 2 ans. Du côté de la Suisse, on est plus prudent, plus attentiste. Le conseiller fédéral Uli Maurer, en charge du dossier, nous l'a confirmé à nouveau cet après-midi. Il ne compte pas s'aligner sur le projet de l'Union européenne. La Suisse veut jouer la carte du multilatéralisme. Elle attend un consensus international, un peu comme que sur le secret bancaire, probablement au sein de l'OCDE, un attentisme qui s'explique parce que le secteur numérique prend toujours plus d'importance au sein de l'économie suisse et c'est d'ailleurs l'un des paris du Conseil fédéral qui ne veut visiblement pas gêner les géants de la branche. Merci Gaspard. Le patronat et les syndicats veulent faire bloc contre le travail au noir. Ils lancent aujourd'hui une carte qui a valeur de contrôle en Suisse romande. Ils espèrent l'étendre à toute la Suisse. Yannick Bacher, Patrick Lefort, Mathieu Fournier. Elle fait désormais partie de la boîte à outils. Mais tu as ta carte professionnelle parce que... Toujours, normalement. Toujours. Disponible dans le canton de Vaud, Fribourg et du Valais, la carte pro est une pièce d'identification. Elle permet d'attester si les employés sont en règle avec la loi, tous secteurs d'activité professionnelle confondus.
Tout le processus est numérisé. Et puis c'est un confort véritablement d'utilisation, autant pour l'employeur qui peut facilement montrer que ses travailleurs sont en règle, pour le travailleur aussi, ça le rassure. S'il a la carte, ça veut dire qu'il sera convenablement déclaré aux assurances sociales. Et puis pour tous les maîtres d'ouvrage, c'est la garantie aussi que sur les chantiers qu'ils pilotent, eh bien, les conditions légales sont dûment respectées. Est-ce que vous avez la carte professionnelle ? C'est via une application sécurisée et un QR code chargeable sur un smartphone que la légalité du collaborateur est vérifiée en un clic. Les cantons de Genève et de Vaud utilisent déjà depuis 2 ans un système similaire, mais destiné uniquement au secteur du bâtiment. Pour le canton de Vaud, c'est une réussite. Plus de 12 000 cartes distribuées, des chantiers qui obligent la carte. Donc pour nous, c'est un bilan positif. En 2016, 50 milliards de francs auraient échappé aux cotisations sociales, soit environ 8% du PIB national selon les milieux patronaux. Pour cette entreprise fribourgeoise qui utilise déjà la carte pro, c'est avant tout une question d'éthique professionnelle. De notre côté, c'était une démarche volontaire où nous voulons afficher une certaine transparence. Et c'est aussi la responsabilité des maîtres d'ouvrage de vérifier finalement si les entreprises respectent la loi. À terme, la volonté est d'étendre cette carte à l'ensemble de la Suisse et d'en faire une obligation en l'inscrivant dans les différentes conventions collectives de travail. À Lausanne, après la mort d'un ressortissant nigérian, l'instruction est engagée pour homicide par négligence. Des agents de police sont entendus comme prévenus. L'enquête de la RTS est signée Patrick Lefort, Manon Germain. Depuis plusieurs jours, les manifestations se multiplient dans la rue à Lausanne. À l'origine de ces mouvements de colère, une interpellation musclée fin février dans une opération contre le deal de rue. L'homme, un Nigérian déjà condamné pour trafic de stupéfiants, est décédé le lendemain à l'hôpital. Pour la première fois, l'avocat de la famille de la victime s'exprime. On ne peut pas, de façon péremptoire, expliquer pourquoi la victime est décédée. Ce que l'on sait, c'est que des coups lui ont été portés. Ce que l'on sait, c'est qu'il a été attaché dans le dos et qu'on a mis une forte pression sur lui alors qu'il était au sol. Est-ce que c'est la cause du décès ? C'est encore trop tôt pour le dire, puisque nous n'avons pas encore tous les résultats, notamment en matière de médecine légale. Pour cet avocat, les mesures de contrainte utilisées étaient disproportionnées. Les rapports préliminaires, les rapports médicaux préliminaires font état de fractures, de multiples fractures, notamment au niveau thoracique, qui, selon toute vraisemblance, et je m'avance là-dessus, mais selon toute vraisemblance ne peuvent être la conséquence que de coups ou d'exercice d'une force extrêmement forte, propre à briser des os dans la zone thoracique. Au début de cette affaire, un communiqué de presse de la police cantonale faisait état d'un homme oppositionnel. Plusieurs boulettes de cocaïne ont été découvertes à côté de son visage et dans sa bouche. Une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes du décès. Sollicité par email, le ministère public a réagi cet après-midi. Il précise. L'enquête pénale est dirigée contre 6 policiers de la police municipale de Lausanne. À ce stade, ils sont soupçonnés d'avoir pu, par une négligence, être à l'origine du décès survenu. D'autres affaires ont déjà suscité des mobilisations dans la rue. En 2016, un jeune Congolais était abattu lors d'une intervention policière à B, dans le canton de Vaud. On connaîtra ce printemps les résultats d'une expertise technique. Et l'an dernier, un requérant d'asile gambien est décédé dans les locaux de la police cantonale. L'enquête suit son cours. Baselworld, le plus grand salon mondial de l'horlogerie, ouvre ses portes demain au public. Le climat n'est pas vraiment euphorique. Le salon a perdu la moitié de ses exposants depuis l'an dernier. Miroslav Marès, Nicolas Rosset. À première vue, rien de changé. Les plus grandes marques suisses sont toujours là, mais 2 étages plus haut, c'est vide. L'an dernier, il y avait des centaines d'exposants en plus. Cette année, on trouve 2 étages de la foire de Bâle complètement vides. L'évolution de la foire, avec le départ d'horlogers, de sous-traitants, de joailliers, se voit vraiment ici. Ces sous-traitants partis pour la Chaux-de-Fonds ou des joailliers pour Genève, des départs qui n'ébranlent pas Baselworld, qui restait de loin le plus grand rendez-vous de l'horlogerie. Naturellement, en tant qu'organisateur de salon, on aurait tendance à dire on a envie de remplir nos halles. Mais ce n'est pas ça la qualité d'un salon. C'est 80% du chiffre d'affaires de l'horlogerie suisse qui est représenté ici au sein de nos halles. Alors je pense qu'effectivement, on peut dire que Baselworld continue de refléter l'horlogerie suisse. Les dirigeants bâlois restent sereins car le Swatch Group notamment les soutient. Le patron, Nick Hayek, ne veut pas d'un salon comme celui de Genève, réservé au luxe. Je vous dis pourquoi Bâle a un avenir. Parce qu'il représente l'industrie, tous les segments.
Si vous allez dans un salon qui se concentre au luxe seulement, ce n'est pas l'industrie. Le luxe ne fait pas progresser. C'est l'entrée et le milieu de gamme qui fait avancer l'innovation. D'autres marques, cependant, s'interrogent sur le rapport coût-bénéfice d'une présence à Bâle. Il est clair qu'aujourd'hui, le retour sur investissement de Bâle est intéressant, mais notamment avec le monde digital, notamment avec les hôtels Bulgarie, on pourrait avoir des retours sur investissement alternatifs qui soient encore plus attrayants. Ça veut dire que vous pourriez partir un jour? Oui, bien sûr. De nouveaux départs qui pourraient, à moyen terme, pousser les salons de Bâle et de Genève à se rapprocher. La garde à vue a pris fin pour Nicolas Sarkozy. On ne sait pas, l'heure où l'on parle, si elle débouche ou non sur une mise en examen. Quoi qu'il en soit, la situation est hors norme pour un ancien chef d'État européen. Rappelons la nature du soupçon d'un financement libyen de sa campagne de 2007 et rappelons précisément les éléments supposés de ce soupçon. Michel Beuret. Après avoir semblé proche de Mouammar Kadhafi, Nicolas Sarkozy le lâche en mars 2011 et reconnaît officiellement l'insurrection libyenne. Aussitôt, le fils et successeur désigné du guide lâche cette bombe politique. Il faut que Sarkozy rende l'argent qu'il a accepté de la Libye pour financer sa campagne électorale. C'est nous qui avons financé sa campagne et nous en avons la preuve. Dès 2012, le site Mediapart enquête. La mort du guide dans des conditions obscures, des témoins qui disparaissent, des transferts d'argent. Le président Sarkozy se serait-il lancé dans une guerre privée pour effacer les traces d'un possible financement illicite de sa campagne? Un document parle de 50 millions d'euros. Les juges, ils ont entendu toutes sortes de personnes qui ont conforté ce document, non seulement la véracité du document lui-même, mais la véracité des faits qu'établissait ce document, la promesse de financement à hauteur de 50 millions d'euros de la dictature libyenne à M. Sarkozy. D'anciens hauts dirigeants libyens ont évoqué des versements, notamment l'ancienne garde rapprochée de Mouammar Kadhafi. Plus précis, les carnets de l'ancien ministre libyen du pétrole, Choukri Hanem, mentionnent 3 paiements en avril 2007. Le corps de Choukri Hanem est retrouvé noyé dans le Danube en 2012. Un autre personnage fait son entrée la même année, l'homme d'affaires franco-libanais Ziad Takieddine. Les faits sont là. Oui, Kadhafi a payé Sarkozy. Son chef de cabinet loue alors un immense coffre-fort dans une banque pour y entreposer des discours, dit-il aux enquêteurs. Une autre enquête remonte au grand argentier de Kadhafi, Bachir Saleh. Il est blessé par balle le mois dernier. La garde à vue devrait dire dans les prochaines heures si ce faisceau d'indices justifie ou non la mise en examen de Nicolas Sarkozy. L'homme du jour est Théo Gmür, rentré de Pyeongchang avec ses 3 médailles d'or au cou. Le sportif de 21 ans est la révélation de ces Jeux paralympiques. Le skieur de Nanda a été accueilli en triomphe à Zurich. Il est ensuite arrivé à Sion. Ce soir, la fête se poursuit à Nanda en son honneur. La cote d'affection est très forte dans tout le pays pour le champion, paralysé du côté droit depuis l'âge de 2 ans, qui a lutté jusqu'à cette réussite éclatante qui est célébrée ce soir en Suisse. On voit ici les images des retrouvailles. Et en direct avec nous, Théo Gmür. Bonsoir, bravo. Bonsoir, merci beaucoup. Première impression en rentrant en Suisse, qu'est-ce que c'était? C'est même mieux que de gagner ces 3 médailles d'or. C'est un sentiment qui est complètement fou et c'est encore dur à réaliser ce qui se passe avec l'accueil à Sion, puis ici à Nanda ce soir. C'est comme dans un rêve. Il y a une cote d'affection qui est très forte pour vous, qui a explosé ces derniers jours. Quand vous étiez là-bas, vous aviez déjà l'écho de ça, vous avez pu suivre ça? J'avais, mais seulement un écho, c'était vraiment par message ou avec aussi les réseaux sociaux. Et de vivre ça maintenant de l'intérieur, on réalise encore plus la performance qui a été réalisée à Pyeongchang. Alors, restez avec nous et puis regardez ce que nous avons vu. Rappel de vos exploits et on vous retrouve avec Philippe Lugassi. Eh bien, Théo Gmür nous a surpris par 3 fois. Tout d'abord en descente, alors qu'il n'était pas favori, il gagne sa première médaille d'or. Le lendemain, en Super G, le Valaisan passe tout près de la faute et in extremis parvient à se rattraper. Il s'adjuge ainsi sa seconde médaille d'or en Super G. Mais comme cela ne lui suffit pas, il gagne dans sa discipline de prédilection, le géant. Au total, 3 médailles d'or, en fait, les 3 médailles de l'équipe suisse.
Il est vrai que ce jeune Nindar de 21 ans revient de loin. Victime d'une hémiplégie à l'âge de 2 ans, il est paralysé du côté droit. Il pensait renoncer à sa carrière il y a 3 ans et c'est à force de volonté, de séances de physio, de traitement et bien entendu de soutien parental qu'il est parvenu à cet impressionnant palmarès. Théo Gmür, on vous retrouve. Vous aviez 2 ans, vous en avez 21 ans aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a donné la force ? La force, c'est le sport en général, je pense. C'est vraiment ce qui m'a poussé à me dépasser, à aller au-delà de mes limites. Et après, il y a aussi, bien sûr, je l'ai aussi fait durant toute ma jeune carrière, comme on peut dire, pour mes parents aussi, qui ont toujours tout donné pour moi et qui ont tout fait pour que je réussisse dans la vie. Vous l'avez beaucoup dit depuis l'autre jour, votre maman, elle a beaucoup compté dans ces dernières heures encore. Elle a beaucoup compté, et que ce soit au tout début, quand j'ai eu mon hémiplégie, ou maintenant encore, elle s'est toujours battue pour que la différence avec les autres ne se voie pas, pour que je me batte, pour que j'arrive à toujours donner le meilleur de moi, et je peux que lui en être reconnaissant pour ça. Alors on salue votre mère à qui on doit aussi ces médailles. On se dit quand même, dans un parcours tellement difficile, les moments de doute, ils existaient aussi. Ils existaient encore avant les courses à Pyeongchang, et je pense que ça fait partie de la vie vraiment, et sans ça, on n'arrive pas à autant de bonheur dans ces moments qui sont si forts. Ce qui frappe, c'est votre combativité, parce que le ski, mais pas seulement, vous avez dès le début essayé plusieurs sports, vous avez vraiment tout tenté. C'est vrai que j'ai tout tenté, je suis passé de l'escrime au cirque, aussi au foot et au hockey, et c'est vrai que je pense que c'est aussi ça qui fait ma force aujourd'hui, c'est d'avoir passé par plein de sports différents et de toujours les avoir fait avec les valides. Et c'est aussi beau ça pour mon petit bilan personnel. On demande toujours conseil aux gens qui ont un certain âge. Je vous demande conseil, vous qui avez 21 ans, quel conseil vous donnez aux gens ? Je pense que c'est, même si dans la vie il y a des hauts et des bas, faut toujours se battre et se donner les moyens d'y arriver. Et si on travaille, ça paye vraiment. Et ça, je m'en suis aussi rendu compte au fil de ma vie. Théo Gmür, merci. On salue aussi les Valaisans qui sont derrière vous. J'ai un chef d'édition, un producteur valaisan qui me parle dans l'oreillette aussi. Dites-moi un mot du Valais. Le Valais, ça a compté aussi, le fait que vous soyez valaisan dans toute cette aventure. Oui, ça compte, parce que c'est vrai que pour moi, c'est un canton qui est un peu à part. Et la folie des Valaisans était avec moi à Pyeongchang et le suit encore ce soir, et c'est vraiment fou. Le petit grain de folie qui compte. Merci beaucoup, Théo Gmür, d'avoir été avec nous en direct. Encore bravo. Et bonne chance. Merci à vous. Au revoir. En Suisse alémanique, l'idée d'un salaire jeunesse fait du chemin. Le principe est de donner aux jeunes, idéalement des 12 ans, un montant mensuel fixe qui doit leur permettre d'assumer la majeure partie de leurs frais de manière autonome. Les défenseurs du concept veulent sensibiliser les jeunes à la problématique de l'endettement. Mathieu Fournier, Fanny Zurcher. Ces 2 jeunes sont des salariés. Leurs parents leur versent chaque mois un salaire jeunesse, 175 francs pour Laurine, 16 ans, et 125 francs pour Noé, 13 ans. Et ce n'est pas simplement de l'argent de poche. Avec cette somme, ils doivent aussi gérer les frais de vêtements, de coiffure, d'abonnement de téléphone, de transport et d'hygiène. On doit apprendre à ne pas tout dépenser au début du mois. Puis, à la fin du mois, on doit également apprendre à renoncer à quelque chose qui nous fait envie, car on n'a plus d'argent. En Suisse alémanique, plusieurs milliers de familles testent le concept depuis 2014. À l'origine de cette idée, l'association Salaire Jeunesse, composée notamment de Pro Juventute, présentait hier des premiers retours positifs. Les adolescents apprennent à planifier, à prendre des responsabilités financières. Ils apprennent à différencier le nécessaire du luxe, à prendre des décisions d'achat réfléchies et à retenir certaines impulsions d'achat. Créé dans les années 70 par le psychologue et thérapeute familial Urs Abt, le salaire jeunesse va au-delà du modèle financier. Il est également un modèle éducatif. Inspirée par le concept, cette famille fribourgeoise a décidé d'allouer une somme mensuelle à ses enfants, ce qui a détendu l'atmosphère à la maison.
Alors depuis qu'il a un montant fixe par mois, les demandes incessantes, il n'y en a plus parce que chaque fois je dis c'est ton argent, t'achètes-toi. Alors ça le freinait énormément. Enjeu majeur du salaire jeunesse, prévenir l'endettement des jeunes dans une société où les possibilités de dépenser son argent sont de plus en plus importantes et multiples. L'Union cycliste internationale est engagée dans la lutte contre la fraude technologique. Ce sont les fameux vélos truqués. Le président de l'UCI a dévoilé aujourd'hui une nouvelle méthode pour détecter les tricheries. Gaël Cageux. Un vélo passé au rayon X, la technique d'imagerie bien connue dans le milieu médical est désormais appliquée au cyclisme. C'est la nouveauté présentée par l'UCI pour lutter contre le dopage mécanique mise au point par l'ancien cycliste professionnel et ingénieur Jean-Christophe Perrault. Ça permet de voir à l'intérieur du vélo. Donc c'est une cabine auto-blindée où on met les vélos et ensuite on scanne le vélo pour avoir une image de l'intérieur et s'assurer qu'il n'y a pas de moteur dedans. Pour l'heure, il n'existe que 2 cas avérés de moteurs dans des vélos en compétition. Celui de la Belge Femke van den Drieche lors des mondiaux de cyclocross 2016 et celui d'un Français dans une course amateur. Mais le dossier est prioritaire pour David Lapartien, président de l'UCI. On sait qu'il y a eu des rumeurs, des doutes sur la crédibilité d'un certain nombre de résultats sportifs et particulièrement sur la potentialité, on va dire, qu'il y ait l'utilisation de moteurs ou d'une assistance électrique. Ce qu'on veut démontrer au niveau de l'UCI avec cette lutte contre la fraude technologique, c'est que ce ne sera pas le cas. Et donc là, on a les outils efficaces. L'UCI utilisait déjà la tablette magnétométrique, un outil nécessaire mais pas suffisant. Les caméras à imagerie thermique ont donc fait leur apparition. C'est la seule méthode actuelle pour vérifier les vélos durant une course. Et dès ce week-end, la cellule mobile d'analyse au rayon X sera opérationnelle. Oui, c'est une bonne nouvelle, effectivement, c'est une grande avancée. On l'attend parce que je crois que ce sera un bon test pour eux. On est quand même la course très proche du siège mondial du cyclisme et de l'UCI, donc je pense qu'il sera sur le Tour de Normandie. Et un nouvel outil de détection, la magnétométrie embarquée, est déjà en préparation. L'UCI annonce un coût global de 500 000 € pour la mise au point de ces différentes technologies. C'est un emblème de la ville de Fribourg que le grand froid avait cassé. La fontaine de Tinguely est en réparation. C'est un travail très spécial pour ceux qui doivent retrouver la logique du créateur, géniale mais tortueuse. Reportage Damien Métro, Mathieu Fournier. Ils montent, démontent, scient et soudent. Ce sont les anges gardiens de la fontaine. Depuis 1984, les serruriers de la ville de Fribourg bichonnent la sculpture des Grands Places, hommage de Jean Tinguely à son ami Joe Siffert. Pour eux, une fierté. C'est vrai que le challenge, il est génial, quoi. C'est pas tous les jours qu'on peut bosser sur une pièce pareille, quoi. C'est juste extraordinaire pour nous. Mais cette année, la révision tourne à la réparation complète. La fontaine s'est brisée sous le poids de la glace. Il y a cette grande roue, cette roue avec, et c'est tout cet ensemble-là, central, qui est tombé, quoi. Alors, pour garantir une réparation dans les règles de l'art, les serruriers ont fait appel au soudeur de Jean Tinguely en personne. Peut-être c'est toujours comme ça. Il n'y a aucun plan de la fontaine, mais Seppi Imhoff est là pour rappeler l'esprit et la volonté du sculpteur. On a besoin de gens qui aiment leur travail comme l'œuvre d'art et qui s'impliquent pour ça. C'est le plus important. Qu'on ait un peu d'idéalisme et vraiment du plaisir et de la joie. L'enthousiasme est présent, mais pour l'ouvrier, difficile de penser Tinguely. On essaie de se mettre à la place de l'artiste. Alors après, la vision que lui il avait, Jean Tinguely et nous, je pense qu'il y a un monde énorme entre les deux. Nous, on apprend à travailler avec des équerres, avec des niveaux, etc. Ça doit être droit, ça doit être perpendiculaire, ça doit être aligné. Et là, c'est une pièce qui n'a rien à voir avec ça, justement. L'atelier résonnera plus de 2 semaines du bruit de ces chirurgiens artistes de l'acier avant le retour de l'œuvre emblématique de Fribourg à son lieu d'origine. Je rappelle cette information, c'est une bataille politique de plus de 30 ans. Les couples mariés de toute la Suisse ne devraient plus être pénalisés fiscalement par rapport aux concubins. Le Conseil fédéral a présenté son projet et espère rallier la majorité du Parlement. Ce soir, la météo de Philippe Jeanneret. Ne manquez pas Infrarouge sur les liaisons dangereuses entre profs et élèves. Ce sera à 21h15. 36.9 est consacré à l'explosion des maladies respiratoires. Très belle soirée à toutes et à tous. À demain. Suivez l'information en continu sur RTS Info.